Bonjour à tous pour ceux qui arrivent. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau webinaire du projet Archipel qui va traiter de la cartographie de l'écosystème numérique agricole, où on va vous présenter une analyse des acteurs et des dynamiques du marché français, qui a été réalisée par Romane Guillot-Pellier de l'INRAE, qui va prendre la main après sur ce webinaire. Moi, je vous introduis simplement en quelques mots le projet Archipel, qui vise à activer et roder un archipel innovant de partage des usages numériques éprouvés en mode Living Lab. Donc l'idée, c'est de favoriser l'appropriation et le déploiement massif d'usages numériques qui ont été éprouvés par des agriculteurs sur le terrain et des conseillers. Donc on travaille avec de l'analyse spécifiquement sur les outils de pilotage de pousse de l'herbe et la réduction des intrants en arbo et viti. Donc on a 3 filières d'action: ruminants, arbo et viti. Et puis voilà, on fait des expertises techniques, économiques et sociales sur l'usage des solutions pour, en dernière année, travailler à des actions de démultiplication. Donc, hop, comme j'ai la main, voilà, je continue. Donc, les étapes du projet, on est sur la fin de la première étape qui est de capitaliser sur les solutions numériques à expertiser et qui seront éprouvées et démultipliées. Donc voilà, on est passé par des phases d'inventaire, de caractérisation et on finit l'expertise. Et la suite du projet sera d'avoir des actions de démultiplication auprès des agriculteurs et des conseillers sur les solutions qu'on aura travaillées. Et les webinaires comme ceux d'aujourd'hui s'inscrivent du coup dans une action de pérennisation où le but c'est que la communauté Archipel et l'écosystème qui va vous être présenté encore plus spécifiquement aujourd'hui existe encore après le projet, qui est un projet soutenu aujourd'hui CASDAR. Et l'idée, c'est que voilà, ça puisse fonctionner après et même diffuser dans d'autres régions, puisqu'aujourd'hui, du coup, le projet, il est travaillé à 2 régions. Donc, moi, je m'appelle Lucille Lefebvre, je suis représentée, pardon, je suis chargée de mission agriculture numérique à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, donc la région copilote du projet. Et du coup, la région pilote du projet, c'est l'Occitanie, par la Chambre d'agriculture régionale et Cécile Riandé, qui est pilote du projet. Et comme partenaire, on a du coup plusieurs départements d'Occitanie. Nous, on est régionalisé, donc tous les Pays de la Loire sont partenaires côté chambre. Et puis, du coup, on travaille aussi avec l'ESA et plus spécifiquement le laboratoire de recherche en sciences sociales agricoles, l'Institut de l'élevage également, l'IDEL, l'Institut agro de Montpellier et le réseau CUMA Occitanie. Voilà pour un petit peu le projet dans sa globalité. À la fin, il y aura un temps de questions auxquelles je pourrais répondre si vous avez des questions spécifiquement sur le projet. Mais du coup, je vais donner la parole à Romane en vous rappelant juste simplement avant les règles du webinaire. Donc, il est enregistré et du coup, vous aurez le replay de disponible. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Vous avez micro coupé. Merci de poser vos questions du coup dans les commentaires. On essaiera de les suivre au fur et à mesure ou d'y répondre plus facilement plus tôt à la fin. La présentation complète sera envoyée après le webinaire. Et puis voilà, à la fin, vous aurez un temps de questions libre où du coup, vous pourrez aussi rouvrir vos micros et parler et lever la main si vous êtes nombreux à le faire. Voilà. Donc, Romane, je vais te rendre le contrôle et tu vas pouvoir enchaîner. Ouais, parfait. Merci beaucoup et bonjour à tous. Moi, je suis postdoctorante à l'UMR Agir au sein de l'INRAE de Toulouse et je vais vous présenter un travail qui a été co-réalisé avec des collègues de mon laboratoire où on a essayé de cartographier les acteurs qui proposent des technologies numériques aux agriculteurs et de regarder à la fois leur nature, comprendre qui ils sont et aussi ce qu'ils deviennent, et notamment la dynamique de ces acteurs sur les dernières années. Du coup, pour vous donner quelques éléments de contexte dans lequel s'inscrit ce travail, comme vous le savez, le déploiement de l'agriculture numérique en France, il a été largement soutenu par des initiatives publiques et par les pouvoirs publics, que ce soit
à travers la mise en place de tout un tas de dispositifs facilitant la diffusion de ces technologies et leur adoption sur les exploitations, jusqu'au financement et au soutien financier des structures qui proposent ces technologies-là. Et donc tout ça, ça a généré pas mal de changements, à la fois pour les acteurs traditionnels du secteur agricole qui se sont mis et eux aussi à proposer ce type de technologie, et aussi parce que ça a entraîné l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur agricole, notamment tout un tas de startups et d'acteurs qui opéraient avant dans d'autres secteurs, notamment le secteur numérique et technologie. Et donc ce qu'on sait aujourd'hui dans la littérature scientifique, c'est que cette numérisation de l'agriculture, elle recouvre en fait l'utilisation de technologies qui sont très variées. On va des capteurs de précision pour embarquer sur des tracteurs à des logiciels de gestion d'exploitation qui sont utilisés depuis des dizaines d'années, en passant par des plateformes. Et donc ça, la littérature scientifique, elle le documente de plus en plus. Mais par contre, ce qui reste assez peu connu aujourd'hui, c'est les acteurs qui développent ces technologies, notamment de savoir un peu qui ils sont et où est-ce qu'ils opèrent. Parce qu'on sait qu'ils sont très divers, qu'on peut avoir à la fois des multinationales, des startups, des PME, des acteurs publics, mais finalement, il y a assez peu de connaissances du point de vue scientifique sur eux. Et ça semble être un enjeu assez important aujourd'hui en particulier, parce qu'on voit que le marché de l'agriculture numérique est confronté à des premières difficultés, notamment du fait d'une chute des investissements privés et publics qui a surtout eu lieu là sur les 2 dernières années, et qui se traduit par des faillites assez importantes, en tout cas qui font beaucoup de bruit, notamment de start-up au sein desquelles il y avait eu beaucoup d'espoirs qui ont été menés. Et du coup, ce travail, il s'inscrit en fait à l'interface entre 2 projets de recherche qui sont les projets Occitanum, donc des Living Labs en Occitanie, et le projet Coeditagne, où on a voulu du coup construire une base de données la plus exhaustive possible qui recensait des organisations qui conçoivent et vendent des technologies numériques aux agriculteurs français, et après d'analyser ces données. Donc en termes de méthode, il y a eu 2 grandes phases. La première, ça a été de construire cette base. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, nous, ce qui nous a intéressés, c'était donc des organisations, alors à la fois des entreprises, mais aussi des associations, des structures publiques qui vont développer et commercialiser des technologies numériques auprès des agriculteurs français. Donc on a cette limite géographique, il faut que l'outil soit commercialisé en France. Et donc, pour réaliser le recensement, on a la chance en fait que sur le territoire national, il y ait déjà eu pas mal d'initiatives qui recensent ces acteurs, notamment le wiki Agritech, développé par l'entreprise Aspexit et Corentin Leroux, mais aussi des bases de données d'autres chercheurs qui ont accepté de les partager avec nous. Et pour compléter ces sources-là, on a aussi regardé les participants au salon dédié à l'agriculture ou au numérique, les participants des incubateurs, et on a fait relire aussi notre base de données par différents experts du secteur pour qu'ils puissent repérer des structures à côté desquelles on serait passé. Et donc l'idée à chaque fois, c'était de récolter des informations à la fois sur l'organisation, donc sa taille, sa date de création, sa localisation, ce qu'elle est devenue en 2025, est-ce qu'elle existe encore, est-ce qu'elle a arrêté son activité, est-ce qu'elle a été rachetée, et aussi des informations sur les technologies qu'elle propose, en regardant notamment leur nature, est-ce qu'on est sur des capteurs, des logiciels, la fonction qui est utilisée par l'agriculteur à travers cet outil, et les filières, les types de production qui sont visés. Donc, pour vous donner une idée de cette base, aujourd'hui, elle est constituée de 641 organisations qui sont majoritairement des entreprises et majoritairement aussi des structures qui sont implantées en France, même si on en retrouve dans l'ensemble du monde. Et donc après, on a eu une deuxième phase plutôt d'analyse, où nous, ce qu'on a voulu, c'était de comprendre un peu ce marché à travers l'offre des technologies numériques. Donc, on a réalisé en fait des regroupements statistiques en s'appuyant en fait justement sur la nature, la fonction et la filière des outils qui sont visés. Donc, c'est une typologie que je vous présenterai un peu plus tard.
Et après, l'idée, c'était de caractériser ces différents groupes au point de vue de l'offre technologique, à la fois pour comprendre qui étaient les acteurs qui proposaient ce type d'offre et aussi ce qu'ils sont devenus en 2025. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous présenter des résultats qu'on peut tirer de l'analyse de cette base de données un peu en 3 temps. Là, dans le premier, je vais revenir sur des caractéristiques assez générales sur ces organisations, en vous comparant à la fois à l'échelle nationale et l'ensemble de la base de données, et une répartition un peu plus en région. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes pour pas que ce soit trop lourd non plus. Mais voilà, pour vous donner à voir les différences qu'on peut observer au niveau des régions. Donc d'abord, si on se place sur l'ensemble de la base de données et qu'on regarde les dates de création des structures qui sont recensées, j'ai commencé en 1950, mais on en avait qui étaient créées avant. Là, en fait, vous voyez très clairement le pic de création de ces organisations qui a lieu à la fin des années 2010, à partir de 2015, qui correspond bien en fait aussi à tout l'élan politique qu'on a pu avoir autour de l'agriculture numérique dans ces années-là. Donc des pics de création notamment entre 2016 et 2018, puis une chute en fait sur la fin des années 2010 avec aujourd'hui un nombre de créations d'entreprises principalement qui est en forte baisse. Quand on regarde où sont localisées ces structures qui commercialisent du coup des outils numériques auprès des agriculteurs français, il y a 4/5 quand même des organisations de notre base de données qui sont localisées en France métropolitaine, avec quand même des disparités entre régions. Donc déjà, quand on regarde les deux régions qui organisent ce webinaire, donc l'Occitanie et les Pays de la Loire, on voit qu'il y a aussi une disparité là entre ces deux régions-là, avec l'Occitanie qui regroupe 9% des structures de notre base de données, et les Pays de la Loire 3%. Ensuite, sans surprise, la majorité quand même de ces structures sont localisées en Île-de-France. Et on voit après qu'il y a certaines régions où il y a un peu plus de ces structures que d'autres, notamment la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, puis Hauts-de-France et la Bretagne. Et des régions où on a un petit peu moins de structures installées sur leur territoire, mais globalement, il n'y a pas de région où on en retrouve aucune. Je vous ai mis là, vous pourrez mettre sur pause le décompte en nombre d'entreprises pour que vous vous rendiez compte à travers ces pourcentages ce que ça veut dire concrètement en termes de chiffres d'écart sur les nombres d'entreprises qui sont quand même pas si importants. On est à peu près du simple double entre le nombre d'entreprises basées en Île-de-France et celles en Pays de la Loire. Et donc, quand on sort des frontières françaises, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 15% des structures de la base de données qui sont implantées en Europe, majoritairement en Allemagne et aux Pays-Bas. Et après, on retrouve quand même aussi, quand on sort des frontières européennes, une concentration assez importante aux États-Unis, même s'il y a d'autres pays dans le monde qui regroupent ce genre de structure aussi. Donc là, ce que je vous propose, c'est de rentrer un petit peu plus en détail sur les caractéristiques de ces organisations en gardant l'échantillon global de ma base de données et aussi en vous comparant l'Occitanie, les Pays de la Loire et puis deux autres régions où on retrouve beaucoup d'acteurs, l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, pour que vous puissiez un peu les mettre en perspective. Donc, en ce qui concerne la nature de ces organisations, sans surprise, on est sur une majorité d'entreprises dans tous les cas, même si on voit que en Île-de-France, donc qui est représentée en bleu là sur ce graphique, on en a un petit peu moins en proportion par rapport aux autres régions, mais ce qui n'est pas étonnant parce qu'en fait c'est là où on a les sièges des organisations publiques qui proposent aussi ces technologies numériques aux agriculteurs. Et quand on regarde les effectifs et la taille de ces structures, on a quand même une majorité dans l'ensemble de la base de données de structures à plutôt petite échelle, avec moins de 50 employés, même si on voit qu'il y a des différences aussi au niveau des régions. Et ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est de voir que ce soit dans les Pays de la Loire ou en Occitanie, on a quand même une représentation assez importante des grandes PME, entre 50 et 250 employés, par rapport à l'échantillon national et par rapport à d'autres régions.
Deux autres éléments qu'on peut regarder, c'est ce qu'on a appelé la spécialisation sectorielle et puis les filières qui sont visées par ces structures. Donc, la spécialisation, en fait, ce qu'on entend, c'est est-ce que la structure, elle est spécialisée dans l'agriculture numérique, c'est-à-dire que sa seule activité, c'est de proposer des outils numériques à destination des agriculteurs. Est-ce que c'est une structure qui est spécialisée dans le secteur agricole et qui propose aussi des outils numériques? Est-ce qu'elle est spécialisée dans le secteur numérique et qu'une de ses applications, c'est l'agriculture? Ou est-ce qu'elle est spécialisée ni dans l'un ni dans l'autre? Et là, ce qu'on voit de façon peut-être un peu plus étonnante, c'est que il y a des structures comme ça qui ne sont spécialisées ni dans le numérique ni dans l'agricole, qui proposent pourtant des technologies numériques aux agriculteurs. Et peut-être là, à nouveau, des disparités entre les régions, où on voit qu'en Occitanie, on a un peu plus de structures qui sont spécialisées dans le numérique et pas spécialement dans le secteur agricole, alors que dans les Pays de la Loire, on retrouve à l'inverse davantage de structures spécialisées dans le secteur agricole et pas spécialement dans le numérique. Au niveau des filières visées, donc là, je reprends l'échantillon global, pas par région. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une majorité des structures qui proposent des outils qui sont destinés aussi bien à des filières animales qu'à des filières végétales. C'est à peu près un tiers de la base de données. Et après, sinon, on retrouve quand même une majorité d'outils qui sont plutôt destinés à des filières végétales, donc notamment des grandes cultures, et aussi pour une bonne partie d'entre elles qui visent en fait indifféremment des structures, des productions arboricoles, maraîchères, céréalières, de viticulture. Et ensuite, là, ce qu'on peut voir aussi quand même sur ce graphique, c'est qu'il y a quand même une part assez conséquente aussi d'entreprises qui sont spécialisées pour les productions, sur les ruminants. Ce que je vous propose maintenant, après ce panorama un peu plus large, c'est d'aller regarder justement cette typologie qu'on a proposée pour prendre en considération des secteurs technologiques. Donc en fait, comprendre un peu quelle est l'offre numérique qui est proposée par ces structures. Et donc pour ça, en fait, nous, on a du coup réalisé une typologie par regroupement statistique en considérant, comme je vous l'avais expliqué, la nature, la fonction et la filière qui est visée par l'outil, qui montre en fait un peu trois grands domaines technologiques. Le premier, il est constitué de technologies hardware qui vont être utilisées pour agir directement, pour accompagner l'agriculteur plutôt dans son action au champ ou sur le terrain. Donc, technologies hardware qui sont souvent couplées aussi avec du software, mais disons que le cœur de l'offre repose sur cette technologie hardware. Donc là, on retrouve tout ce qui va concerner les technologies embarquées et le travail au champ. Un secteur aussi qu'on a nommé observation des conditions environnementales, où on va retrouver par exemple tout ce qui est station météo, capteurs hydriques, mais aussi des capteurs qui peuvent être installés dans les lieux de stockage ou par exemple dans les cuves pour suivre le processus de vinification. Un secteur qui concerne plutôt la robotique et aussi un petit secteur qui concerne tout ce qui est prestations par drone, que ce soit pour de l'imagerie ou pour du largage de précision, par exemple. Ensuite, on retrouve un domaine qui tourne là, cette fois, plutôt autour de technologies software qui vont être utilisées pour la gestion et le conseil. Et donc, où en fait, les secteurs sont plutôt spécialisés selon les filières qui sont visées. Donc, un premier sous-secteur qu'on a nommé surveillance et gestion d'élevage, où là, on va retrouver des logiciels de gestion pour l'alimentation, la reproduction et parfois un peu plus large au niveau de l'élevage, qui peuvent être couplés ou non avec des capteurs positionnés sur l'élevage ou sur les animaux. Ensuite, un sous-secteur qu'on a nommé conseil et gestion des cultures, où là, on va retrouver tout ce qui est logiciel de gestion parcellaire, outils d'aide à la décision. Et un dernier sous-secteur qu'on a nommé services d'accompagnement et gestion d'exploitation, où en fait, là, la particularité, c'est que c'est des outils qui s'adressent aussi bien à des productions animales que végétales, donc qui sont souvent en fait à une échelle un peu plus générique sur l'exploitation, par exemple les logiciels de comptabilité, de gestion du personnel. On retrouve aussi tout ce qui va être
calcul de l'empreinte carbone de l'exploitation, par exemple. Donc voilà, tout un tas d'outils un peu plus généraux, un peu moins spécifiques que dans les deux autres cas. Et pour terminer, un dernier domaine qui repose aussi sur des technologies software, mais qui sont davantage utilisées pour mettre l'agriculteur en relation. Donc là, on retrouve en fait très souvent des plateformes, mais pas que. Donc tout un secteur autour de l'achat et de la vente de matériel et d'agrofourniture. Un autre qui concerne plutôt tout ce qui va être commercialisation de la production, donc les plateformes de vente, mais aussi des sites qui vont permettre de suivre et de se renseigner sur les cours du marché. Et pour terminer, une catégorie qu'on a nommée échange et mise en réseau, où là, on va retrouver des choses assez composites qui vont permettre soit de faciliter les échanges entre l'agriculteur et ses conseillers, soit entre les agriculteurs entre eux, ou bien entre l'agriculteur et les consommateurs, par exemple, et les citoyens. Donc tout un tas d'outils qui permettent en fait d'échanger très souvent des informations et des données. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, ces trois grands domaines que je vous ai présentés, ils ne sont pas investis par les mêmes types d'acteurs. Ce qu'on peut voir, c'est que pour ce qui concerne les technologies hardware pour l'action, on retrouve en fait par rapport à l'ensemble de la base de données et aux autres domaines, davantage d'entreprises, davantage aussi de structures qui sont installées à l'étranger. C'est notamment vrai pour la robotique et les technologies embarquées et le travail au champ, parce que derrière ce secteur de technologie embarquée, en fait, on retrouve majoritairement les agroéquipementiers qui ne sont pas français et aussi qui sont très souvent des multinationales. Mais par contre, dans d'autres sous-secteurs, notamment celui de la robotique et de l'observation des conditions environnementales, on retrouve beaucoup de PME par rapport au reste de la base de données. Quand on regarde le domaine des softwares pour la gestion et le conseil, là, en fait, par rapport au reste de la base de données, on retrouve à l'inverse davantage les instituts techniques et aussi les organisations professionnelles agricoles de façon plus générale, des structures qui sont souvent un peu plus anciennes et souvent de taille plus conséquente aussi. Et pour terminer, dans le domaine des softwares pour la mise en relation, c'est là où on retrouve la majorité des structures qu'on peut imaginer comme les startups créées sur les 10 dernières années et qu'on peut qualifier de pure players, c'est-à-dire qui sont vraiment spécialisés dans le numérique agricole. Et donc, même si c'est un profil d'entreprise qu'on retrouve globalement dans l'ensemble des domaines technologiques, ils sont vraiment surreprésentés à cet endroit-là. Une dernière info sur cette répartition par offre technologique, c'est que on n'a pas, en fait, quand on regarde au niveau des régions, des 4 régions que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, on n'a pas le même investissement aussi des structures selon les régions. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, on retrouve quand même un peu plus qu'ailleurs des entreprises qui vont proposer justement des outils pour observer les conditions environnementales des cultures, qu'à mettre probablement en relation avec l'exposition de ces régions et des cultures qui sont réalisées au changement climatique. Également aussi un peu plus de structures qui reposent sur les prestations par drone, avec la présence quand même des acteurs de l'aérospatial et de l'aéronautique assez forte dans ces régions. Et aussi quand même en Occitanie, un peu plus de structures qui sont spécialisées dans le conseil et la gestion des cultures. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres régions céréalières en France, dans les Hauts-de-France ou dans le centre Val-de-Loire, par exemple. Dans les Pays de la Loire, sans surprise, on retrouve un peu plus des secteurs technologiques qui sont tournés sur l'élevage, donc la robotique et la surveillance et la gestion d'élevage. Et en Île-de-France, on retrouve davantage, par contre, ces acteurs que je vous ai présentés juste avant, qui construisent par exemple des plateformes pour de la mise en relation. Donc, je vais à présent passer à la dernière phase des résultats qui essaye de regarder un peu plus ce qui se passe en termes de dynamique et notamment en termes de cessation d'activité et de rachat de ces acteurs. Donc là, à présent, je vais uniquement vous parler des entreprises
tous les résultats que je vous montre, en fait, j'enlève les associations, les organismes publics, et je vous parle aussi uniquement des entreprises qui sont implantées sur le territoire français et pas des entreprises basées à l'étranger. Donc, quand on regarde un peu ces dynamiques sur les 25 dernières années, là, vous avez en bleu en fait une courbe qui représente le nombre total d'entreprises qui sont en activité en France à partir des années 2000. Donc, on voit bien cette augmentation du nombre de structures qu'on avait vu juste avant sur l'histogramme de création. Et puis, on voit qu'à partir des années 2020, en fait, on a une diminution de ce nombre d'entreprises. Donc, diminution qui est liée en partie au fait qu'il y a une diminution du nombre de créations, mais surtout, vous le voyez là dans la déclinaison des bâtons en vert, parce qu'il y a des rachats qui sont effectués, mais il y a aussi et surtout des cessations d'activité qui ne cessent en fait d'augmenter en nombre depuis la fin des années 2010. Et donc, l'idée, ça va être d'aller regarder un peu plus en détail où est-ce que ces cessations d'activité se passent. Donc, déjà, quand on regarde à l'échelle des régions, là, vous avez donc en vert les entreprises pour chacune des régions et puis à l'échelle de la France entière à qui il n'est rien arrivé en 2025, qui sont toujours actives, où il n'y a pas eu de changement. Et puis après, vous avez en orange et en rouge les situations où il y a eu une cessation d'activité. Donc, soit parce qu'il y a une liquidation judiciaire, soit parce que l'entrepreneur a décidé d'arrêter son activité parce que elle ne décollait pas, mais il n'y avait pas besoin forcément de faire une procédure de liquidation judiciaire ou parce qu'il y a eu d'autres projets. Et puis après, en jaune, les rachats qui ont eu lieu suite à la mise en liquidation de la structure, ou en bleu, les rachats qui ont eu lieu sans qu'il y ait de liquidation. Et donc là, ce qu'on voit déjà, c'est que, par exemple, en Occitanie, il y a quand même un peu, en termes de pourcentage, il y a moins d'entreprises à qui il n'est rien arrivé, mais par rapport aux autres régions. Mais quand on regarde dans le détail, on voit que c'est surtout lié au fait qu'il y a davantage de rachats en Occitanie par rapport aux autres régions et par rapport à l'échelle nationale. Ça montre une forme de consolidation un peu du marché avec beaucoup d'acteurs qui se rachètent les uns les autres au sein de cette région-là. Et quand on regarde les cessations d'activité, là, on voit que, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on a quand même un peu plus de liquidations qui ne donnent pas lieu d'ailleurs à des rachats. Donc, c'est vraiment les disparitions de ces entreprises. Et pareil, au niveau des Pays de la Loire, quand même une proportion de liquidation et d'arrêt d'activité qui est assez importante. Quand on regarde la même chose, mais là, cette fois-ci, répartie selon les filières, on voit aussi qu'il y a énormément d'inégalités, même si statistiquement, c'est un peu plus difficile de pouvoir dire si les différences sont significatives parce que dans des filières comme l'arboriculture ou le maraîchage, en fait, on a très peu d'entreprises qui sont spécialisées là-dessus. Ça ne nous permet pas de conclure qu'on a une différence qui est significative statistiquement. Mais par contre, quand même, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, dans les outils qui visent les ruminants, on voit qu'il y a beaucoup moins de changements en fait pour ces entreprises. Elles sont plus nombreuses à être toujours en activité en 2025, et ça, c'est significatif statistiquement. Alors que dans tout ce qui va être des outils qui visent à la fois les filières animales et les filières végétales, on retrouve là, à l'inverse, plus d'arrêt d'activité, plus de liquidation et également un peu plus de rachat. On pourra y revenir un peu plus en détail si vous voulez dans les discussions. Au niveau des secteurs technologiques, on voit aussi qu'il y a des différences parce que, en fait, il y a certains secteurs technologiques qui semblent un peu préservés finalement de ces arrêts d'activité. Là, on retrouve un effet aussi de l'élevage avec, par exemple, moins de cessation d'activité dans le secteur de la surveillance et de la gestion d'élevage, mais également moins d'arrêts d'activité dans ce qui est conseil et gestion des cultures, qui montre du coup une maturité aussi un peu plus importante, mais aussi des modèles économiques qui sont très différents dans ces sous-secteurs-là. À l'inverse, on va retrouver plus de liquidation dans la robotique et aussi des arrêts d'activité dans ce qui repose majoritairement sur les plateformes, donc que ce soit pour échanger des données ou pour commercialiser.
Et pour terminer, quelque chose qui est assez intéressant et qui regroupe avec ce que je vous ai montré en Occitanie, c'est qu'on voit qu'il y a davantage de rachats dans le secteur de l'observation des conditions environnementales, donc tout ce qui était capteurs météo, sondes hydriques, etc. C'est des acteurs qui sont beaucoup présents en région Occitanie et où on voit qu'il y a aussi beaucoup de rachats. Pour terminer sur ces résultats, je vous donne quelques éléments sur qui sont ces entreprises qui rachètent d'autres structures qui proposent des outils numériques aux agriculteurs. Déjà, quand on regarde la taille de ces structures, en fait, on a effectivement une représentation assez importante des grands groupes qui réalisent à peu près un tiers des rachats. Mais quand même, en fait, quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a plus de la moitié de ces rachats qui sont réalisés par des PME, donc des structures de moins de 250 employés. Donc, on n'est pas uniquement sur une logique des très grands qui rachètent les startups. On a aussi en fait des consolidations entre les acteurs de petite taille qui se rachètent les uns les autres. Au niveau de la localisation des entreprises acheteuses, on est aussi sur quand même une majorité de ces structures qui sont basées en France ou en Europe. Et par contre, c'est vrai que il y a quand même une part assez conséquente, 17% des rachats qui sont effectués par des entreprises américaines basées aux États-Unis. Et pour terminer là-dessus, une information qui nous semblait aussi assez intéressante à regarder, c'est que quand on regarde où sont spécialisées les entreprises acheteuses, donc il y en a évidemment qui sont spécialisées aussi dans l'agricole, dans le numérique ou dans les deux, mais on a quand même 15% des rachats qui sont effectués par des structures qui ne sont spécialisées ni dans le secteur numérique ni dans le secteur agricole. Ça peut être dans des procédés industriels, dans le secteur pharmaceutique, etc. Et donc, qui montre qu'il y a un intérêt en fait pour ce type de structure qui dépasse le marché propre de l'agriculture numérique. Et une dernière petite information, c'est que on n'est pas non plus sur un acteur qui rachète tout le monde, parce que dans 91% des cas, en fait, les entreprises n'ont effectué qu'un seul achat sur notre base de données. Donc, pour conclure, ce que montre un peu cette base de données et cette analyse, c'est que ça nous semble important de montrer qu'il faut prendre en compte les différents domaines technologiques. On ne peut pas parler de l'agriculture numérique comme ça, et au moins pour 3 raisons. Déjà parce que selon les types d'outils qui sont proposés, on a des implications pour les agriculteurs et des logiques d'adoption qui sont très différentes et que je pense que vous observez dans votre travail au quotidien, parce que on va pas avoir les mêmes niveaux d'investissement. La question de la confiance, aussi le fait que certaines technologies peuvent être imposées par certains acteurs, alors que d'autres, c'est pas le cas. Je pense notamment à tout ce qui va être logiciel de traçabilité au sein des filières, etc. Et des logiques de concurrence qui ne sont pas les mêmes. Et après, il y a aussi deux autres enjeux. C'est que quand on regarde les questions de souveraineté en fait à l'échelle de la France pour ces technologies numériques, on voit qu'il y a des domaines où finalement on semble avoir suffisamment d'offres technologiques, et notamment dans ce qui est gestion, conseil, mise en relation. Et par contre, on est plus en difficulté sur les technologies hardware. Donc, c'est pas les mêmes enjeux selon ces domaines technologiques. Et après aussi des questions sur la contribution en fait de ces outils, qui est probablement pas exactement la même aux enjeux de transition agroécologique. On voit aussi qu'il y a des inégalités entre les régions qui reflètent les dynamiques de filière et les productions de ces régions, mais aussi des effets probables des politiques de soutien qui sont mis en place à l'échelle régionale et des environnements en fait qui sont proposés, qu'ils soient professionnels, institutionnels ou scientifiques, pour permettre en fait le développement de ces acteurs de l'agriculture numérique. Et pour terminer, dans les travaux qu'on va mener et qui viendront dans les prochains mois, on va aller regarder un peu plus en détail les modèles économiques des entreprises dans ces différents domaines technologiques, pour comprendre en fait comment est-ce qu'elles vivent de l'offre qu'elles proposent, et ce que ça implique aussi pour les agriculteurs. Et un peu plus tard, on ira regarder aussi comment est-ce que les financements, qu'ils soient publics ou privés, sont allés en fait dans ces différents domaines technologiques, pour comprendre ce qui a été soutenu et ce qui l'a moins été. Voilà, je te relaisse la parole, Lucie. Merci beaucoup, Romane. C'était très précis et complet.
On va ouvrir la place aux questions, du coup. Donc, il n'y en a pas eu dans le chat directement pendant la présentation, mais c'est le moment. Si vous en avez, n'hésitez pas à prendre la parole. Normalement, vous avez la main pour ouvrir les micros et les caméras, mais s'il y avait un problème, dites-le nous. En attendant que la première éventuellement question vienne, donc du coup, comme vous le voyez s'afficher, on a d'autres webinaires archipel prévus. Le prochain, c'est le 17 avril à 11 h sur les résultats du projet A-Group, qui vous seront présentés par la CUMA Occitanie. Le 12 mai à 11 h sur l'évaluation environnementale de la digitalisation de l'agriculture. Voilà, des enseignements du projet Occitanum et Codex. Et puis le 9 juin à 11 h coûts et avantages sociaux et humains de la digitalisation de l'agriculture. Toujours des enseignements de ces deux mêmes projets. Et puis du coup, comme il y a beaucoup de webinaires, comme vous pouvez le voir, on serait très intéressé d'avoir votre avis. Donc je vous mets dans la conversation une petite enquête de satisfaction. Voilà, qu'on serait ravis que vous complétiez parce qu'on a quand même déjà fait beaucoup de webinaires, on en a encore beaucoup à venir. Donc voilà, si on peut s'améliorer pour notre public, c'est toujours mieux. Donc n'hésitez pas. Et du coup, nous avons encore toujours bien le temps de prendre vos questions, si ça vous a voilà, permis ce petit temps de réfléchir à vos questions et de les poser. N'hésitez pas. Aurais-tu été parfaitement clair, Roman? Et enfin, n'hésitez pas aussi si vous voulez qu'on revienne sur des diapos, parce qu'il y avait pas mal d'informations. Donc, si vous voulez qu'on revoie en détail certains éléments. Bien sûr, vous n'hésitez pas à nous connecter, à nous contacter, pardon, une fois que vous aurez éventuellement reçu. Ah, Nicolas, vas-y. Oui, bonjour, Nicolas Valter, donc chargé de mission agroéquipement, agriculture de précision à Chambre d'agriculture France. Vous parliez des rachats et principalement par rapport aux startups ou autres. Dans la partie robotique, alors j'ai peut-être pas eu, enfin, oublié l'info à ce moment-là. L'effet rachat par les gros majors, en fait, les gros agroéquipementiers dont vous parliez, les multinationales, c'est un phénomène que vous avez observé dans qui est importante parce que sur le terrain, nous, on a l'impression que ça commence vraiment c'est ce qui remonte, qu'on voit les gros commencer à s'y intéresser et à racheter plutôt que développer des fois leur propre structure ou leur propre filiale, on va dire. Donc, c'est quelque chose qui se voit beaucoup sur la robotique ou pas? Alors, en tout cas, ça ressort pas d'un point de vue statistique. Mais après, en allant le regarder plus finement, c'est sûr qu'il y a des effets. Et je pense qu'une des choses qui est importante aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément des rachats complets. Mais par contre, ce qu'on observe, et moi, là, ce que je vais aller étudier aussi en allant regarder un peu plus en détail les modèles économiques et les sources de financement, c'est qu'il y a des participations de plus en plus importantes au capital de ces startups, etc. Et qui du coup influencent forcément le devenir de l'entreprise sans aller jusqu'à un rachat complet. Mais en tout cas, dans la robotique, nous, dans nos données, c'était pas quelque chose qui ressortait du fait qu'il y ait énormément de rachats dans ce secteur. En fait, il y a plutôt des liquidations et qui donnent pas forcément lieu derrière à des rachats. Et par contre, sur ce qui est, une chose que je peux ajouter, c'est que dans ce qu'on a appelé technologie embarquée et travail au champ, donc on retrouve typiquement tout ce qui va être modulation, autoguidage, etc. Il y a énormément de partenariats. Pareil, on va pas jusqu'à du rachat, mais avec une petite start-up qui propose un capteur, je sais pas, pour surveiller les gaz dans l'habitacle du tracteur. Et qui va en fait faire un partenariat avec un gros agroéquipementier
et qui du coup va commercialiser sa solution. Donc en fait, c'est pas du rachat, mais disons qu'ils travaillent très fortement ensemble et que c'est probable que dans les années à venir, ça vienne aussi. D'accord, merci. Ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci Nicolas. Étienne Monin, je vous en prie. Pour l'instant, on ne vous entend pas, peut-être le micro encore bloqué. Oui, excusez-moi. Ça y est, bonjour. Alors, bonjour, merci pour cette présentation détaillée et la typologie très intéressante. Alors, ma question, ce serait sur est-ce que vous avez une idée des profils, on va dire, socio-professionnels des emplois, des gens qui sont dans ce type d'activité et du coup, peut-être l'ancrage R&D, je veux dire, de ce secteur. Alors, moi, je représente l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Je travaille là-bas. Voilà. Merci. Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, nous, pour l'instant, c'est pas la focale qu'on a prise dans notre étude, mais l'idée, c'est qu'on a donné tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait des travaux plus tard qui s'intéressent à ces questions-là. En fait, je ne l'ai pas précisé, mais cette base de données, elle sera rendue publique. C'est un objectif des 2 projets de recherche qu'elle sera partagée notamment sur DataGouv, peut-être aussi sous d'autres bases de données publiques. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que notamment pour les startups, on a recensé le nom des fondateurs, donc pas forcément des dirigeants, mais des fondateurs en tout cas qui étaient là à l'origine. Il y a l'idée, il y a des chercheurs en sociologie qui ont pour idée justement d'aller creuser un petit peu plus, de comprendre d'où ils viennent. Donc pour les fondateurs, par contre, pour l'instant, j'ai pas entendu de projets qui auraient lieu sur les employés, mais c'est quand même quelque chose qui a été étudié un peu dans la littérature scientifique et qui montre qu'il y a quand même un peu deux profils assez distincts avec parfois des fondateurs qui viennent quand même plutôt du secteur agricole et donc finalement que leur idée elle émerge de là, donc que ce soit des ingénieurs agronomes mais aussi des fils, des filles d'agriculteurs ou des agriculteurs eux-mêmes qui, du coup, ont l'idée finalement de l'outil en pratiquant ou en tout cas en observant. Et il y a quand même tout un pool aussi de fondateurs qui viennent plutôt du secteur, je vais dire des startups, mais il y en a beaucoup qui sortent aussi d'écoles de commerce et qui voient en fait le secteur agricole comme une possible application en fait pour développer des technologies. Et c'est quelque chose qui a été, en tout cas, on pense qu'il y a eu une forme un peu d'appel d'air avec tous les financements qui étaient proposés, des financements publics, mais aussi beaucoup d'investissements privés qui ont eu lieu et qui ont peut-être appelé ces profils-là pour aller vers le secteur agricole. Mais c'est des choses qu'on étudiera du coup un peu plus après. Donc, pour répondre à votre question, on n'a pas étudié ça en détail, mais l'idée c'est que cette base, elle puisse aussi après servir à d'autres travaux et que chacun puisse se l'approprier pour se poser ces questions-là. Ouais, d'accord, merci. Ouais, cette question, elle peut être significative pour savoir si le genre de recomposition technologique dans le secteur agricole lié à l'essor du numérique. Euh, D'autre part, je me demandais aussi si en parallèle, il y a des spécificités, alors peut-être c'est une question un peu floue, mais il y a des spécificités du numérique agricole par rapport à d'autres secteurs économiques, ou bien on retrouve les mêmes recettes, la même structuration. Mhm. C'est une très bonne question. Et en fait, nous, à l'origine, on avait pour objectif
comparer un peu là ce qui s'était passé dans la structuration de ce marché avec ce qui avait pu se passer dans d'autres structurations de marché autour de technologies. On avait notamment voulu faire ça sur les secteurs des biotechnologies, par exemple. Mais en fait, pour l'instant, on a eu du mal à trouver des travaux qui ont essayé d'avoir enfin, disons que la plupart des travaux, ils documentent des choses un peu plus spécifiques, ils vont regarder plus en détail certains éléments et pas forcément une approche plus de loin en fait du marché. Donc on a du mal à faire cette comparaison-là. Mais par contre, quelque chose enfin, auquel je pense en entendant votre question, c'est que, en tout cas d'un point de vue politique public, il y a eu cette idée en fait de créer le secteur de la French AgriTech avec tout un tas de dispositifs qui ont été mis en œuvre et puis tout un discours aussi qui accompagnait ça. Et finalement, en fait, au début, c'était la French AgriTech et puis petit à petit, ça a basculé sur juste la French Tech. Et là, c'était des logiques quand même assez différentes de ce qu'on avait dans le secteur agricole jusqu'à présent, qui ont été, enfin, et des outils en fait qui ont été mis en place au sein du secteur agricole qui n'étaient pas propres du tout au secteur agricole, donc avec les incubateurs, les appels d'offres, etc. Enfin, les concours en fait pour les financements, etc. Euh, et du coup, un peu une sorte de perméabilité entre ce secteur de la tech et les outils propres au secteur de la tech, qui a essayé en fait de venir dans le secteur agricole. Et finalement, nous, ce qu'on veut aller questionner justement dans nos travaux futurs, c'est de se dire, on se demande si ça a fonctionné, parce que il y a une forme un peu de résistance à la fois par les spécificités du secteur, par le fait que le marché de l'agriculture numérique, c'est quand même pas tout à fait le même que le potentiel marché des startups de la tech ou des plateformes qui viseraient tout un chacun. On voit beaucoup de mortalité en fait au sein de ces plateformes qui sont arrivées en masse dans le secteur agricole pour dire on va mettre en relation les agriculteurs et puis ceux qui cherchent un endroit où stocker leur camping-car ou qui cherchent à acheter des produits locaux, etc. Et en fait, on voit que toutes ces plateformes meurent. Donc c'est logique enfin, c'est quelque chose qui est propre à l'économie des plateformes, mais qui est peut-être encore plus renforcé par le fait que le marché agricole, il fonctionne pas de la même manière que les marchés où ces acteurs avaient l'habitude d'opérer avant. Donc, disons qu'il y a eu des outils plutôt génériques qui venaient d'autres univers qui ont été appliqués, mais semblerait que ça fonctionne pas forcément pour les spécificités justement du secteur agricole. Ouais, merci. Alors, j'aurais une dernière remarque et après je vais rendre la parole. Est-ce qu'il n'y a pas des activités que vous identifiez pas là? Je pense à deux investissements. C'est tout ce qui est biocontrôle où il y a beaucoup de technologies de R&D justement sous-jacentes pour amener les produits sur le marché et, euh, et la chimie verte, la covalorisation, où là, effectivement, il y a aussi des hauts niveaux, disons, d'intrants technologiques, mais qui sont peut-être en arrière par rapport à, ils ne sont pas frontales dans l'activité agricole. C'est des produits à haute intensité technologique, disons. Mhm. Oui, alors du coup, tout à fait. Et en fait, c'est là où il y a une différence entre ce qu'on appelle, et que j'ai dû employer, que j'aurais pas dû, AgTech et agriculture numérique, ou dans le sens où, en fait, nous, l'objectif de cette base de données, c'était vraiment de recenser uniquement les outils numériques qui sont en plus dédiés aux agriculteurs. Donc, c'est-à-dire si, par exemple, il y a une technologie plutôt, enfin, qui n'est pas forcément numérique, qui est commercialisée à l'agriculteur et qui, pour être développée, repose sur des outils numériques, en fait, nous, on l'incluait pas dans la base de données.
Là, on regardait vraiment uniquement ceux qui conçoivent un outil qui implique du numérique, qui sera utilisé, mobilisé par l'agriculteur sur son exploitation. Du coup, mais effectivement, on n'a pas tout ce pan du biocontrôle, des biotechnologies, et qui est en fait au niveau des politiques publiques qui est souvent inclus, mais pas toujours. Enfin, des fois, il y a des choses qui sont dédiées uniquement à l'agriculture numérique, et des fois, on l'intègre avec les biotech. Mais du coup, effectivement, on n'a pas du tout regardé ces questions-là. Et par contre, là où on se pose des questions, et où c'était difficile de faire nos choix, c'était sur tout ce qui recouvre l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, finalement, il y a tout un tas de services qui vont mobiliser de l'intelligence artificielle, et pourtant, c'est pas, disons qu'ils ne commercialisent pas un outil qui intègre de l'intelligence artificielle à l'agriculteur, mais ils vont plutôt l'utiliser pour améliorer leurs conseils, etc. Et donc ça, on s'est posé la question de est-ce qu'on l'intégrait ou pas. On a fait le choix de pas l'intégrer, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudra qu'on fasse évoluer. L'idée, c'est de la mettre à jour, cette base, pour qu'elle soit un peu vivante, au moins à la fin du projet Coedital, de faire une mise à jour et peut-être de travailler un peu plus sur comment est-ce qu'on intègre ces questions d'intelligence artificielle. Voilà, est-ce qu'on le considère comme une technologie à part entière, est-ce que ou pas? Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Merci. On a encore un petit peu de temps. N'hésitez pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci à tous. Et rendez-vous au prochain webinaire. Merci beaucoup, Romane. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.